Grand remplacement, invasion migratoire, ces expressions ont fait souche dans le débat public et chaque échéance électorale permet de le vérifier à nouveau. Quelles sont les origines de la xénophobie ? C'est la question que se pose le philosophe Jacob Rogozinski dans son dernier ouvrage « Inhospitalité », publié aux éditions du Cerf. Bonjour Jacob Rogozinski. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Pour comprendre le phénomène de la xénophobie, vous faites appel à l'histoire, à la pensée politique, à la psychanalyse également, et bien sûr, vous dialoguez avec les philosophes qui vous sont chers, quitte à leur être infidèles, on y reviendra. Mais avant tout, vous dédicacez votre livre à la mémoire de vos deux parents immigrés, Raphaël et Sarah Rogozinski. En prélude à notre conversation, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu d'eux et de leur trajectoire de migrants. Bon, c'est la trajectoire de beaucoup de gens et beaucoup de juifs. Ce sont des survivants de la Shoah, ils étaient tous les deux au ghetto de Varsovie. Après la guerre, ils voulaient quitter bien sûr la Pologne où il n'y avait plus rien. Enfin, comme je dis, il n'y avait plus que cendres. Et donc, ils ont émigré tous les deux séparément, parce qu'ils ne connaissaient pas encore très. Ils ont émigré tous les deux vers la France. Ils ont fait connaissance à Paris après la guerre. Donc, la France les a accueillis de manière très généreuse, leur a donné assez rapidement, pas tout de suite, mais assez rapidement la citoyenneté française. Et comme je le dis dans le livre, grâce au droit du sol, qui est comme une très belle chose. Donc, je suis né en 1953. Quelques mois ou un an avant que mes parents deviennent français. Donc je suis devenu français par la naissance avant eux. Pour moi, c'est le symbole même, c'est l'exemple d'un accueil généreux. Donc la France, une nation occidentale, est donc capable d'accueillir généreusement des réfugiés, des migrants qui ont tout perdu et qui cherchent une patrie. C'est donc possible, et la question c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça semble impossible pour un nombre toujours plus grand de nos compatriotes. Vous voyez, donc mes origines, l'histoire de mes parents, ma propre histoire, m'ont obligé à m'interroger sur cela, à me demander pourquoi ça semble impossible désormais. Alors justement, on voit bien ce que ce sujet a de personnel pour vous, d'intime. Vous êtes issu d'une histoire de migration, mais vous êtes philosophe. Et c'est en tant que philosophe que vous vous penchez sur cette inhospitalité. En tant que philosophe, dans la veine de Foucault, c'est-à-dire qu'il s'agit pour vous de poser un diagnostic sur l'époque actuelle. Et ce diagnostic est bien sombre. Oui, ce diagnostic, il est très clair. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être philosophe pour faire un tel diagnostic. Il y a une vague de xénophobie qui est en train d'envahir, de submerger toutes les nations occidentales. Et ça me semble vraiment très très problématique et je pense qu'il faut interroger cela. Alors vous parlez justement d'un dispositif d'inhospitalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Oui, tout à fait. Là encore, c'est un terme emprunté à Foucault. Un dispositif, c'est un ensemble d'institutions, de pratiques, de représentations, d'images. Donc ce n'est ni une idéologie, ni simplement une institution juridique, c'est un ensemble mouvant, complexe, en devenir aussi, qui se développe. Et le point important à signaler, c'est que, ne soyons pas complotistes, ce n'est pas décidé par quelqu'un. Il y a un ensemble de décisions, de micro-décisions ont été prises, à un moment donné, elles ont convergé, leur résultante, c'était l'apparition d'un dispositif. Une fois qu'il s'est institué, il se déploie. Et actuellement, il est en train de se déployer massivement dans toutes les nations occidentales. Alors, vous mobilisez un philosophe qui vous est cher, qui a pensé l'accueil, l'hospitalité, c'est Derrida. Pour lui, l'événement de la venue de l'autre est quasiment messianique. Il parle d'une messianicité sans messie. Est-ce qu'on ne serait pas là dans un miroir inverse de la xénophobie, c'est-à-dire dans une survalorisation excessive qui pourrait être perçue comme un vœu pieux d'intellectuel qui contribuerait à désancrer la question de la migration du réel. Ou pour le dire autrement et pour reprendre une formule bien connue, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, Michel Rocard, lorsqu'il avait dit ça, il avait ajouté, on oublie toujours la fin de la phrase, mais nous devons y prendre notre part. Donc c'est pas du tout une formule de rejet. Oui, Derrida, je suis très attaché à Derrida et je souhaite défendre la pensée de Derrida à une époque où la déconstruction derridienne est attaquée de manière caricaturale par toute une série de polémistes. Mais sur la question de l'hospitalité, sa conception me semble poser problème.
Derrida était frappé par le caractère sélectif de l'hospitalité qu'il appelle conditionnée. Une hospitalité qui consiste à accepter certains et en refuser d'autres. Il dit une telle hospitalité se renverse donc en inhospitalité. Et du coup, il en vient à défendre une hospitalité inconditionnée, qui se situe sur le plan de l'éthique. Il a été très influencé, comme on sait, par la pensée d'Emmanuel Lévinas. Par certains côtés, je dirais qu'il radicalise encore la pensée de Lévinas. Il lui donne une dimension encore plus hyperbolique. Donc voilà, il faut accueillir l'autre avant même de savoir d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, ni même s'il n'est pas dangereux. Il dit, ouvrir la porte si je sais que l'étranger est bénéfique et ne me veut aucun mal, ce n'est pas l'hospitalité. Donc accueillir l'autre, c'est s'exposer au plus grand risque. Donc ça, c'est comme un peu inquiétant quelque part. Et alors vous lui êtes infidèle ? Alors expliquez-nous, parce que vous lui êtes fidèle en lui étant infidèle. Oui, je reprends une formule de Derrida lui-même. Il dit, la fidélité absolue, c'est la mort. C'est le disciple desséché, etc. L'infidélité absolue aussi. Il ne nous reste donc que l'infidèle fidélité. Donc je reste fidèle à la démarche générale de Derrida, mais très infidèle sur sa conception précise de l'hospitalité, où effectivement, comme vous l'avez rappelé, il tend à considérer celui qui vient, qui qu'il puisse être, comme une sorte de messie. Il y a donc une survalorisation extrême de l'arrivant. Et son pendant, c'est une dévalorisation aussi hyperbolique, aussi extrême de celui qui est là et qui ouvre la porte. Alors, celui qui est chez lui, Derrida le considère comme forcément xénophobe, parce qu'il est le souverain du chez-soi, le maître de sa maison, et donc il le charge de manière extrêmement négative, ce qui pose toute une série de problèmes très graves. Et d'ailleurs Derrida, qui était un très grand penseur, il avait reconnu les contradictions, ou comme il dit, les apories, c'est-à-dire les impasses de sa conception d'hospitalité. Il a écrit quelque part dans son séminaire sur l'hospitalité, si j'accueille tout le monde de manière inconditionnelle, toute différence entre celui qui accueille et celui qui est accueilli tend à disparaître. Et donc ça supprime l'hospitalité elle-même. Donc on tombe dans une impasse. Alors j'ai voulu essayer de penser autrement pour essayer de sortir de cette impasse. Alors pour sortir de cette impasse, vous allez sur le terrain politique. C'est ce que vous nous dites. Oui, parce qu'il me semble que la difficulté de Derrida et aussi de Lévinas, c'est de s'en tenir à une conception purement éthique de l'hospitalité. Or, nous avons besoin d'accueillir l'autre en l'intégrant grâce à des institutions à la fois juridiques et politiques. Il faut donc moraliser l'hospitalité, la faire glisser du terrain de la morale, où elle ne peut être qu'inconditionnée, au terrain de politique, juridique, où il s'agit d'inventer des dispositifs d'hospitalité, des institutions hospitalières. Mais sur ce terrain politique, il y a un nouvel obstacle, un obstacle majeur, qui est celui de la nation, du sentiment national. On sait que la nation, pour Benedict Anderson, c'est une communauté politique imaginée qui a recours à des figures, des emblèmes, qui élabore un récit pour constituer une identité nationale, pour s'inventer même des origines immémoriales, comme si cette nation avait existé de tout temps. Alors, comment faire ? Comment déconstruire la nation ? Alors là, il faut bien préciser les choses. Déconstruire ne signifie pas détruire, contrairement à ce qu'on prétend tout le temps actuellement. Expliquez-nous, parce que cette notion de déconstruction fait l'objet de beaucoup de railleries, elle est mal comprise. Donc, expliquez-nous la notion de déconstruction pour Derrida et ensuite, comment vous déconstruisez la nation. Je dirais que c'est désassembler un agencement ou un dispositif, révéler les contradictions, les tensions internes qui le traversent, mais non pas pour l'anéantir, mais pour libérer la possibilité qu'il recèle. Et dans le cas de la nation, déconstruire la nation, pour moi, ça ne signifie pas l'anéantir. Je suis absolument pas partisan de l'abolition des frontières. Je le dis à plusieurs reprises. La société cosmopolitique vers laquelle il faut avancer, là je m'inspire de Kant, elle n'implique pas du tout une sorte d'état unique mondial, bien au contraire. C'est une alliance universelle. Voilà, c'est une alliance des nations, et j'ajouterais des nations démocratiques. C'est un point important parce que l'inhospitalité conduit presque inévitablement à la haine de la démocratie. Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, déconstruire la nation, c'est révéler notamment son caractère double, à la fois hospitalier et inhospitalier. Et tout à l'heure, j'évoquais l'histoire de mes parents. Arrivant en 45-46 en France, la France s'est montrée hospitalière envers eux. S'ils étaient arrivés 10 ans plus tôt, je n'ose même pas dire 5 ans plus tôt pendant la guerre, la France aurait été extrêmement inhospitalière. Et c'est la même nation française. Voilà.
Donc la nation a un double caractère, un double visage. Et c'est ce point qu'il s'agit de mettre en lumière. Donc il faut réveiller la partie intégrative en fait de la inclusive, nation. Je dirais inclusive. D'accord. Oui, c'est un beau mot l'inclusion. Intégration, c'est un beau mot aussi. Hein. Il y a un mot que je rejette et que je critique, c'est le mot d'assimilation. Mais je lui oppose l'intégration ou l'inclusion. Expliquez-nous pourquoi l'assimilation, vous le rejetez. Oui, parce que il faut revenir à l'étymologie. Assimiler, ça signifie rendre semblable, similaire. Et au départ, c'est un terme du langage médical. Hein, c'est l'estomac qui assimile les aliments qui s'introduisent dedans pour qu'ils soient absorbés dans l'organisme. Donc ça implique une identification sans reste, une identification totale. La partie où je parle d'assimilation, je l'ai intitulée ironiquement « Comment dévorer l'étranger ». C'est-à-dire, il y a l'idée donc d'une absorption sans reste qui implique qu'on demande à l'étranger de renoncer à tout ce qui faisait son identité préalable. Sa culture, sa manière de parler, de s'habiller, de manger, ses références, etc. Il doit devenir en tout point semblable à la nation qui l'accueille. Ça a des aspects très hospitaliers aussi. C'est comme cela que la France s'est montrée hospitalière à partir de la Révolution française envers les Juifs. Mais envers les Juifs en tant qu'individu, tout pour les Juifs en tant qu'individu, rien envers les Juifs en tant que nation, c'est-à-dire aussi en tant que culture. Donc la religion refoulée dans la sphère privée, c'est cette conception-là qui pose problème en dernière analyse, qui quelque part met en danger ce qu'elle prétend intégrer et assimiler. J'aimerais faire un petit pas de côté, mais il me semble important de l'évoquer que lorsqu'on parle de xénophobie, d'inhospitalité. Comment expliquer une figure telle que Éric Zemmour, qui articule tout son combat contre l'immigration, en étant lui-même juif pied noir? Ça, pour moi, c'est terrifiant. Enfin, je veux dire, je préfère de loin un bon vieil antisémite français avec des racines remontant aux croisades ou au-delà, un bon vieux pétainiste à l'ancienne. Il y en a certainement encore catholiques et français de génération en génération. Quelque part, ça a du sens. Mais que quelqu'un qui soit le fils d'immigrés juifs algériens, qui se fasse le chantre de la xénophobie, du racisme et de la haine des étrangers, il y a là un paradoxe tout à fait effrayant, tout à fait problématique. Je suis moi aussi, comme Zemmour, un immigré donc de la deuxième génération, et précisément mon livre est quelque part d'une position anti-Zemmour. C'est parce que la France a été généreuse envers mes parents que j'estime qu'il faut renforcer et déployer cette générosité-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible, ce genre de choses? À mon avis, il y a une volonté de s'assimiler à tout prix. On revient avec son assimilation. S'assimiler à tout prix en se rendant absolument semblable aux, entre guillemets, autochtones ou nationaux, à ceux qui sont là depuis un certain temps. Je ne dirais pas depuis toujours, parce que personne n'est là où il est depuis toujours. Et s'identifier tellement qu'on en vient s'identifier à ce qu'il y a de pire dans l'histoire nationale, à la France des anti-Dreyfusards et de Pétain. Donc là, il y a une sorte de reniement de soi, de haine de soi, il faut le dire, de haine de la partie étrangère que un Zemmour et tant d'autres portent en eux. Et quelque part, je dirais qu'il y a quelque chose de profondément anti-juif. Il y a là une sorte de rage ou de haine envers la part juive qu'il y a en lui, qu'il y a en eux, et aussi une manière de renier ce qu'il y a de plus puissant, de plus fort dans la tradition juive. C'est intéressant que vous dites cela parce que, en même temps, il a une forme de pratique religieuse, alors qu'il relègue à la sphère privée, certes, mais je ne suis pas certaine que lui le penserait de cette manière, qu'il y ait une haine de la partie juive en lui. Il suffit de lire les textes. Je veux dire, moi, j'ai mis en exergue dans mon livre un verset de Vaïkra, Lévitique 19. Il dit, quand l'étranger arrive chez toi, ne l'opprime pas, qu'il soit chez toi comme s'il était d'ici, aime-le comme toi-même, car vous aussi, vous avez été étranger au pays d'Égypte. Il y a beaucoup d'autres passages, des passages extraordinaires. Dans Bamidbar aussi, une seule loi, un seul droit pour toi et pour l'étranger qui réside chez toi. Et si on regarde la manière dans Deutéronome, dans Devarim, est présentée, Moïse s'adresse au peuple et il est en train de parler de l'alliance que le peuple va contracter. Et il dit, l'alliance s'adresse, et c'est très clair dans le texte, à tous les hommes d'Israël, aux chefs de tribus, aux scribes, à vos femmes, à vos enfants, il y a déjà quelque chose d'assez extensif, inclusif, et
aux guerres, c'est-à-dire à l'étranger. Celui qui habite chez toi, celui qui puise ton eau et qui coupe ton bois. Donc le serviteur étranger. Bon. Et là, on voit déjà que cette conception de l'alliance, j'en ai parlé de mon précédent livre, Moïse l'insurgé, c'est une conception beaucoup plus extensive, beaucoup plus inclusive que celle qui allait être quelque temps plus tard le parangon de la démocratie athénienne, qui était, n'incluait pas comme citoyens les femmes, les enfants, les étrangers, bien sûr les esclaves, etc., etc. Donc il y a une dimension inclusive qui est déjà présente au cœur même de l'alliance. Donc rejeter les étrangers, c'est trahir l'alliance, c'est renier les principes fondamentaux de l'éthique juive. Alors votre livre soulève tout un tas de questions sur ce qui fait une communauté politique, ce qui fait un nous, comment on adhère à ce nous. S'il y a un nous, il y a forcément un eux. Comment est-ce qu'on intègre ou pas ce eux dans ce nous? Mais moi, en vous lisant, certaines questions me sont venues au sujet de la singularité juive. Comment penser la singularité juive à l'aune de ces catégories? Autrement dit, comment définit-on une nation juive, donc le sionisme, en même temps qu'il existe d'autres modalités de l'être juif? Et j'ajoute un élément pour préciser cette question. Vous évoquez rapidement la figure d'Emma Lazarus, la poétesse juive dont les vers se trouvent au pied de la Statue de la Liberté. Donc elle appelle à l'accueil des migrants et en même temps, elle imagine la constitution d'une nation juive. Et comment comprendre cette aporie-là? Alors là, je suis en train de me demander si ce ne sera pas l'objet d'un prochain livre. J'y pense depuis le 7 octobre pour essayer de réfléchir à ça. Bon, ça reste encore un projet. Oui, vous rappeliez tout à l'heure que je mentionne l'historien anglais Benedict Anderson qui définit la nation comme une communauté imaginaire. Alors là, il faut être très très prudent, c'est comme des constructions. Il faut prendre ça très au sérieux. Imaginaire, pris en ce sens-là, ne veut pas dire du tout illusoire, au sens où on dirait ça n'existe pas. Non, ça signifie qu'une nation, et on peut dire la même chose d'un peuple finalement. Oui, la nation, c'est la forme moderne que prend le peuple dans son rapport aux politiques. Une nation, un peuple, sont des communautés imaginaires. Ça veut dire qu'elles se constituent à travers des identifications à des figures, à des images, aussi à des textes. Les figures de l'identité française, on les connaît. C'est Vercingétorix devant Jules César, c'était Jeanne d'Arc, c'était le sans-culotte de 89, le poilu dans sa tranchée. On s'identifiait à ces figures héroïques. C'est ainsi que je suis devenu français par l'imaginaire, de manière assez intense quand j'étais petit, et mes parents m'y encourageaient. Et je pense que c'est vrai aussi du peuple juif. Tous les peuples sont des communautés imaginaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas et que c'est une pure illusion. Il y a un historien israélien avec lequel je suis profondément en désaccord, c'est Shlomo Sand, qui prétend que le peuple juif est une invention, que ça n'existe pas, que c'est purement imaginaire au sens d'illusion. Mais les critères qu'il donne pour définir un peuple sont tellement restrictifs qu'à ce moment-là, il faudrait dire qu'il n'y a pas non plus de peuple français, ni de peuple américain. Au fond, il n'y a plus de peuple du tout, sauf peut-être dans quelques vallées reculées de l'Himalaya. Donc ça, c'est une vision totalement... Ça, c'est l'antisionisme dogmatique de certaines personnes. Non, tous les peuples ont une dimension imaginaire. Tous les peuples se construisent de cette manière-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent. Là-dessus, je me suis référé à un auteur qui est très important, qui est Ernest Renan, un auteur un peu oublié, mais en 1882, il a prononcé une très belle conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'était pour lutter contre la conception ethnique, disons-le, raciale de la nation. Donc lui, il défend une conception républicaine qui s'inspire de la Révolution française. Je parle un peu de la Révolution française et sa dimension profondément hospitalière à l'origine. Alors Renan dit qu'est-ce qui constitue une nation? On pourrait dire la même chose d'un peuple. Ce n'est pas la race, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de race en fin de compte. C'est pas l'ethnie, c'est pas la langue, dit-il, c'est pas la religion ni la géographie, c'est la volonté. C'est le consentement, c'est le désir de continuer à vivre ensemble. C'est le fait d'adhérer à ces représentations. C'est pour ça qu'il a défini comme un plébiscite de tous les jours. En termes modernes, on pourrait dire un référendum quotidien. Donc à chaque instant, nous décidons de vivre ensemble. Donc tant que nous décidons d'être juifs, il y a un peuple juif, et nous le sommes. Oui, mais pour en revenir à cette singularité, c'est-à-dire qu'on peut à la fois appartenir à la nation juive et à la nation française.
Oui, ça renvoie à la singularité de l'histoire du peuple juif, à la dispersion. Oui, ça me paraît... tout en étant attaché à la nation israélienne. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Dans la mesure précisément où il ne s'agit pas d'ethnie. S'il y avait une base ethnique à l'être français, comme le prétendait comme le prétend l'extrême droite et tous les racistes, alors effectivement, bon, le juif n'est pas français. Voilà, ils s'en suivent les mesures de Pétain, etc., etc. Bon, la haine contre Dreyfus. Alors, ce qui fait le caractère très particulier de l'existence juive, c'est justement le fait que, à partir du 19e siècle, les Juifs se sont assimilés de plus en plus fortement aux nations occidentales et notamment à la France. C'est un effet de la Révolution française. Bon. Alors le résultat, c'est que je dirais le Juif est venu occuper la position que j'appelle dans mon livre la position du presque même, c'est-à-dire presque semblable aux Français, mais pas tout à fait quand même. Bon, et ça c'est le problème de l'assimilation. Il y avait une injonction forte à s'assimiler autant que possible, et donc voilà, un Juif peut donc rentrer dans ce qui était le sanctuaire, le saint des saints de la nation vers 1880, l'état-major de l'armée française. Voilà. Mais c'était un Juif. Donc, forcément, c'est une sorte de blasphème, de sacrilège envers ce sanctuaire, et donc il ne pouvait être, par nature, qu'un traître. Et là éclate l'affaire Dreyfus. Donc c'est là qu'on voit l'impasse ou la difficulté de l'assimilation. Plus on s'assimile, plus on ressemble au peuple auquel on s'assimile, plus la distinction tend à s'effacer, et néanmoins on reste quelque part étranger. Et donc cet étranger au cœur du propre, presque même que les nationaux, peut être la source d'une extrême angoisse. Vous savez, une extrême angoisse que j'appelle dans mon livre l'angoisse de l'indiscernable. Quelqu'un qui est presque comme nous et qui pourtant est tout autre. Et là, bon, l'histoire a montré que ça provoque une haine extrêmement violente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faudra le marquer plus tard, parce qu'il est perçu comme indiscernable. Tout à fait. Les tout à fait. juives, etc. Oui, bon, absolument, parce que l'indiscernable, l'angoisse indiscernable provoque le désir de remarquer, de reproduire une trace. Et donc, bon, voilà, au Moyen-Âge, c'était la rouelle. Donc, c'est toujours la panique de l'indifférenciation, de l'indiscernable. Et ça nous renvoie à l'impasse, à la double injonction contradictoire d'assimilation. Sois comme nous, sinon tu auras prouvé que tu es inassimilable, mais ne sois surtout pas comme nous, parce que là tu deviendrais un étranger dissimulé, et d'autant plus dangereux. Bon, l'idée de l'étranger dissimulé, d'ailleurs, ça nourrit tout à fait les fantasmes complotistes. C'est celui qui se cache parce qu'il est comme nous sans être comme nous. Et ça, c'est la source de la haine la plus radicale. Alors, vous montrez que la xénophobie est une pathologie sociale. Moi, j'aimerais vous demander comment guérir de cette pathologie. C'est une question redoutable. Oui, je voulais en revenir à l'étymologie du mot xénophobie. Au sens strict, c'est la peur du xénos, c'est-à-dire de l'étranger. Mais ce même mot a donné phobie. Donc c'est intéressant de voir que la peur ou l'angoisse se renverse aussitôt en haine. Quand on dit xénophobie, on n'entend pas la peur de l'étranger, on entend la haine de l'étranger. C'est très logique, hein. L'angoisse peut provoquer très facilement de la haine envers l'objet de l'angoisse. Donc je dis, ok, il faudrait prendre ça littéralement. C'est une phobie collective et donc une pathologie sociale. Ça ne repose sur pas grand-chose, cette espèce de vague de xénophobie qui submerge les nations occidentales aujourd'hui. J'ai regardé les chiffres, j'ai étudié les démographes les plus sérieux, François Héran, Hervé Lebras, des scientifiques. Il y a très peu de migrants qui pénètrent en Europe, environ 0,4%. La France est un des pays qui accueille le moins de migrants actuellement, et le solde migratoire, c'est l'excédent de ce qui reste par rapport à ceux qui partent chaque année, est d'environ 65 000 personnes, soit 0,1% de la population. Si on ajoute quelques clandestins, on peut arriver à la rigueur à 0,2. Bref, il y a très peu d'étrangers qui pénètrent dans les nations occidentales. Or, il suffit d'ouvrir certaines chaînes de télévision ou d'écouter certaines de radio. On nous parle que de ça. Submersion migratoire, invasion migratoire, grand remplacement, frontières passoires. Mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose de faux. Alors, comment est-ce qu'une représentation fausse, alors là, pour le coup, illusoire, et non pas imaginaire au sens où je l'entendais tout à l'heure, comment est-ce qu'une représentation illusoire peut ainsi s'imposer ? Alors, lorsqu'on croit voir ou entendre quelque chose qui n'existe pas en réalité, ça porte un nom de maladie, ça s'appelle une hallucination ou un délire.
ou, sans aller aussi loin, disons un fantasme. Donc on a affaire dans la xénophobie à un fantasme. Et donc ça accentue, me semble-t-il, la dimension pathologique de la xénophobie. Et alors, comment fait-on? Alors c'est pour cette raison que j'ai fait appel à la psychanalyse dans l'avant-dernier chapitre, après avoir essayé de travailler sur la question à partir de la philosophie politique. Bon, je dis, on a affaire à une phobie, donc il faut faire appel à la science du fantasme, qui est la psychanalyse, et à partir de là, j'essaie de décrire comment se produit ce fantasme. Alors, mon hypothèse, c'est que les pathologies sociales et les fantasmes apparemment collectifs s'enracinent d'abord dans des pathologies individuelles, dans des fantasmes singuliers qui s'originent dans notre histoire singulière, à chacun de nous. On évoquait tout à l'heure l'histoire d'Éric Zemmour et la mienne. Bon, au départ, il y a cela, il y a l'histoire d'un sujet singulier qui est né dans une nation dont ses parents n'étaient pas les citoyens pendant une grande partie de leur vie. Voilà, donc il y a une histoire singulière, une dimension qui est presque toujours traumatique. Et c'est là que surgissent ces fantasmes qui nous font nous représenter notre peau, enfin, l'enveloppe protectrice de nous-mêmes, ce que certains psychanalystes appellent le moi-peau, c'est-à-dire l'enveloppe imaginaire du sujet. Bon, cette peau imaginaire, dans certaines psychoses ou dans certains fantasmes, elle apparaît comme trouée, le corps apparaît morcelé, la peau apparaît trouée, et il y a le fantasme d'une peau passoire. Alors, lorsque certains individus dans une communauté, éprouvent le même type de fantasme, ces fantasmes entrent en résonance les uns vers les autres. Et là, tôt ou tard, il y a un dispositif politique qui s'empare de ces fantasmes et qui vient se greffer sur eux et se déploie quelque chose qui est une pathologie collective. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de chercher le médecin politique qui pourrait guérir une société malade, surtout pas. Mais il faut retrouver en chacun de nous la part étrangère. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que le chemin, en conclusion, le chemin d'hospitalité commence en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est la part d'étranger qu'il y a en nous-mêmes qu'il s'agit d'accepter. Parce que si on refuse la part d'étranger qu'il y a en nous, on ne peut pas accepter l'étranger qui vient du dehors. Et là, c'est la matrice de la xénophobie. Donc c'est d'abord un travail sur chacun de nous. On évoquait tout à l'heure la tradition, la Torah, etc. De tous ces textes magnifiques que j'évoquais, qui appellent à accueillir l'étranger, à l'aimer comme soi-même. C'est pas le prochain, c'est l'étranger, là, pour le coup, qu'il s'agit d'aimer comme soi-même. Donc ça va encore plus loin, d'une certaine façon. À chaque fois, elle revient comme un leitmotiv, cette formule, car vous aussi, vous avez été étranger au pays d'Égypte. Et il y a un très grand penseur qui est Paul Ricoeur, qui propose de s'appuyer sur ces versets-là, sur cette tradition-là biblique, pour essayer de réinventer l'hospitalité. Il dit qu'il faut refonder l'hospitalité sur le souvenir réel ou fictif d'avoir été soi-même étranger. Réel qu'on est un enfant d'immigrés, fictif pour des gens qui sont apparemment enracinés là depuis la nuit des temps, mais qui sont aussi d'une certaine façon des étrangers, parce que tous les êtres humains sont étrangers. Nous sommes tous étrangers sur la terre, comme dit d'ailleurs la Torah et aussi les évangiles. L'homme est un étranger sur la terre, parce que la terre ne nous appartient pas. Donc pour cette raison, il faut renvoyer au souvenir d'avoir été soi-même, réellement ou imaginairement, étranger, ce qui veut dire aussi respecter cette part d'étranger qu'il y a en chacun de nous. Sinon, c'est la haine. Alors, vous parlez de la tradition juive et vous avez évoqué également la tradition chrétienne. Et justement, j'aimerais terminer là-dessus parce que, en vous lisant, j'ai ressenti une certaine tension entre à la fois votre façon de mobiliser les sources juives et les sources chrétiennes. C'est-à-dire que vous débutez sur un passage de l'Évangile, la figure de Jésus est très présente dans ce livre, mais il y a également le « souviens-toi que tu as été étranger en terre d'Égypte », etc. Je me demandais pourquoi cette double convocation. Est-ce que finalement, il faut au moins ça, il faut au moins 2 monothéismes pour pouvoir lutter contre la xénophobie? Écoutez, si j'osais, je dirais même qu'il en faut 3, parce que le 3e monothéisme, l'islam, a aussi une tradition d'hospitalité, une critique de la violence religieuse et du fanatisme qu'il faudrait réveiller aussi. Ça serait pas mal de réactiver un peu tout ça, mais bon, c'est une autre question. Oui, je ne sais pas si Jésus est très présent, mais c'est le Jésus juif. J'avais envie d'agacer un peu les dents, comme dit l'autre, de ces
belles âmes chrétiennes qui n'arrêtent pas d'invoquer les racines chrétiennes de l'Europe. Parfois, pour faire le poids, ils parlent de racines judéo-chrétiennes du bout des lèvres. Et puis après, ils disent oui, mais il y a trop d'étrangers, attention, submersion migratoire, il faut défendre la civilisation. Alors je leur envoie ce passage qui est quand même extrêmement puissant. C'est une très belle parole dans l'évangile de Matthieu. Bon, c'est à la fin des temps, donc Jésus invective, Jésus en tant que Messie pour le coup, revenant, invective ceux qui sont maudits, ceux qui ont fauté, et leur dit j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Alors ces gens-là protestent en disant « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu affamé, assoiffé, étranger et qu'on ne t'aurait pas accueilli ?» Ils disent « Ce que vous n'avez pas fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous n'avez pas fait. » Ça, c'est une phrase d'une très grande puissance. Alors j'ai cité plusieurs fois Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Je pense que là, cet homme parle en tant que juif. C'est le Jésus juif, celui qui dit je ne retirerai pas un iode de la Torah. C'est pas l'espèce de figure que certains de ses disciples en ont fait par la suite. C'est un Jésus profondément juif, qui rappelle simplement l'impératif d'hospitalité qui est inscrit dans la Torah, très profondément. Donc je pense que c'est pas inintéressant de rappeler ça à tous ces gens de la droite catholique, la droite chrétienne ou protestante, etc., aux États-Unis, en France et ailleurs, qui oublient les enseignements de leur propre tradition, de même que des Zemmour et quelques autres oublient les fondements de l'éthique juive. Merci Jacob Rokosinski. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Inhospitalité, qui paraît aux éditions du Cerf. Merci. Merci beaucoup.